Je vais d'abord, en préambule, définir l'archéométrie. Donc, vous avez vu sur le titre de la conférence qu'elle était intitulée « Archéométrie, l'art de la datation ». En fait, le terme d'archéométrie désigne des techniques beaucoup plus larges que les seules techniques de datation. Donc il faut voir l'archéométrie comme l'ensemble des méthodes physico-chimiques et des méthodes des sciences de la nature qui sont utilisées pour apporter des compléments d'information à l'archéologue. Donc souvent, l'archéologue, lorsqu'il trouve des objets ou certaines dispositions sur les sites, etc., va s'adresser à un laboratoire pour répondre à ces questions. Alors bien sûr, la question de la datation des sites est un élément important, mais l'archéologue en général dispose déjà de beaucoup d'informations sur le terrain, avec toutes ces études de stratigraphie et du matériel. Il a en général déjà un bon calage chronologique. Par contre, dans certains cas litigieux, c'est-à-dire dans le cas où la stratigraphie est complexe, ou alors dans les cas où il trouve une structure sans avoir des objets caractéristiques dedans, la datation devient indispensable et là le recours au laboratoire est systématique. Mais il y a beaucoup d'autres questions qui sont posées à l'archéomètre, notamment des questions sur les objets eux-mêmes, leur nature, leur provenance et leur technique de fabrication, pour arriver à bien connaître cette matière et surtout à pouvoir faire des comparaisons entre les sites. Donc on est amené à intervenir. Donc ce type d'objet, ça peut être de la céramique, ça peut être du verre, ça peut être des métaux, ça peut être de la pierre, tout ce que l'on trouve sur un chantier et qui tout d'un coup éveille l'intérêt de l'archéologue, soit parce qu'il l'a vu ailleurs, soit parce que tout d'un coup il se dit c'est curieux, ça ressemble pas à ce qu'on a ailleurs, est-ce que c'est fabriqué autrement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça c'est vraiment la plus grosse part des questions qui est posée au laboratoire. Et puis ensuite, vous avez d'autres méthodes qui relèvent souvent plus de la géographie ou des sciences de la nature, qui sont tout ce qui concerne l'environnement du site, où vous avez des études, par exemple, de palynologie qui permettent de reconstituer exactement l'environnement végétal d'un site, par exemple. Et puis, vous avez également toutes les études qui touchent aux populations, où on va étudier très précisément les restes humains qu'on va trouver, et on va pouvoir en définir les caractéristiques, et même éventuellement, et ça c'est des développements tout récents, on va étudier leur ADN et mettre en évidence, par exemple, certains gènes qui seront caractéristiques de certaines populations. Donc vous voyez que le champ de toutes ces méthodes de laboratoire est très très large. Alors, bien sûr, aujourd'hui, je vais vous parler de datation, puisque c'est quand même un des éléments le plus importants. Mais dans notre équipe à Lyon, il y a le laboratoire de datation par le carbone 14, mais il y a également un laboratoire d'analyse des céramiques archéologiques, donc l'analyse des poteries, pour savoir avec quelles argiles elles ont été fabriquées et surtout pour arriver à savoir d'où elles peuvent provenir. Donc je vais vous expliquer un petit peu les démarches qui sont employées dans chacun des cas. Alors, si on parle de l'archéométrie et des méthodes de datation archéométrique. D'abord, donc je disais, tout démarre sur un site par la stratigraphie relative, c'est-à-dire la succession des couches de terre sur le site archéologique. Donc ça donne déjà une idée à l'archéologue. Ensuite, on va chercher quelles sont les matières que l'on va pouvoir dater. Alors, quelles sont les matières qu'on peut dater sur un site ? C'est tout ce qu'on appelle les matières carbonées. Qu'est-ce que c'est que les matières carbonées? Ce sont les charbons de bois, les fragments de bois, les os, qui vont nous permettre là donc de dater par carbone 14. Et puis vous avez le matériel le plus fréquent sur un site et tout de même souvent la poterie. Et là, on a ce qu'on appelle des méthodes de thermoluminescence qui vont permettre de dater spécifiquement la poterie. Puis après, vous avez encore d'autres méthodes beaucoup plus complexes qui sont, par exemple, la datation par archéomagnétisme, qui, elle, va nous permettre de dater, par exemple, un four de potier. On va faire des prélèvements sur les parois du four et on va être capable de dater exactement le four en fonction de l'orientation du champ magnétique. Donc vous voyez que le rang des méthodes de datation que nous avons à disposition est relativement large.
Donc je vais surtout là vous parler du carbone 14, puisque c'est celle qui est tout de même le plus couramment employée. Actuellement, sur les sites français, il y a presque systématiquement des datations par carbone 14. Donc je vais vous expliquer un petit peu le principe. Alors, je vous disais que le carbone 14 permet de dater les matières qui contiennent du carbone. Donc ces matières, donc, ce sont les ossements, ce sont les bois, ce sont les charbons, ce sont les dents, ça peut être les tissus, ça peut être également les coquillages. Quel est le principe du carbone 14? Le principe, c'est que actuellement, dans l'atmosphère, vous avez du carbone. Toutes les matières, tous les organismes vivants fixent du carbone. Or, ce carbone qui est dans l'atmosphère, il comprend une part de carbone 14 qui est radioactif. C'est un radioactif naturel. Qu'est-ce que ça veut dire un élément radioactif? Ça veut dire qu'au cours du temps, il va se décomposer, selon une loi que l'on connaît parfaitement. Donc en fait, quand un organisme va mourir, le taux de carbone 14 qu'il avait, qui était le taux de carbone 14 dans l'atmosphère d'aujourd'hui, ce taux de carbone 14 va avoir tendance à baisser systématiquement. Donc, le carbone 14, en fait, est une méthode dans laquelle on va aller mesurer le nombre d'atomes de carbone 14 qui restent dans les ossements ou dans le charbon de bois, et on va pouvoir dire, ben, il reste ça alors qu'au départ il y avait ça, donc il y a tant de temps qui s'est écoulé. Donc voilà un peu le principe de la méthode. Donc ça, c'est une loi qui est assez complexe, mais qu'au niveau physique on sait parfaitement étudier. Ah. Et donc en fait, quand ici un arbre actuel a un certain taux de carbone 14, si on date un bois qui était dans une cathédrale, il aura déjà perdu une part de son carbone 14 et on pourra mesurer le temps qui s'est écoulé entre les deux. Donc voilà un peu le principe de la méthode. Alors, dans la pratique, comment ça se passe? Dans la pratique, l'archéologue sur le terrain va prélever un charbon de bois, un os, il va les conserver précieusement, et il va choisir les échantillons qui seront dans la couche la mieux préservée, et il va le confier au laboratoire. Au laboratoire, on va avoir une partie du travail qui va consister à nettoyer l'échantillon pour enlever les impuretés qu'il peut y avoir à la surface. Et puis, on va le traiter pour extraire le carbone 14, et ensuite, on va compter les atomes de carbone 14 qui restent. Donc, vous voyez que c'est une opération qui est relativement longue et complexe. Alors, voici l'étape finale. C'est le moment où on met ici notre gaz qui contient le carbone 14 dans ces petits flacons. Et c'est à partir de ces petits flacons que l'on va les placer dans nos compteurs. Donc vous voyez ici la salle des compteurs au laboratoire de Lyon. Alors il faut savoir que ce laboratoire a été créé dans les années 70, à une époque où les compteurs n'avaient pas la précision d'aujourd'hui et étaient perturbés notamment même par les radiations actuelles. Donc en fait le laboratoire est enterré sous une motte de terre qui était destinée à l'isoler complètement de l'atmosphère actuelle pour éviter les problèmes de perturbation de comptage. Alors maintenant c'est moins indispensable, mais c'est vrai que du coup ça reste un lieu assez étonnant. Donc voici la salle des compteurs. Alors il y a plusieurs compteurs parce que pour faire une bonne mesure du carbone 14, on va passer les échantillons, on va établir une rotation entre les échantillons d'un compteur à l'autre pour être sûr d'avoir une bonne mesure statistique du nombre d'atomes de carbone 14. Donc voyez un petit peu l'installation. Alors, donc voici l'intérieur de nos compteurs dans lesquels on place ici donc tous les échantillons et qui vont être comptés à la suite. Alors, ceci dit, l'hypothèse de départ du carbone 14 était que le taux de carbone 14 dans l'atmosphère était parfaitement constant, et donc, quelle que soit l'époque, un être humain aurait fixé le même taux de carbone 14.
Or, dans les années 50, les physiciens ont commencé à faire des mesures très précises de taux de radiocarbone dans l'atmosphère et se sont aperçus qu'il y avait des variations. Ce qui fait que la mesure que l'on faisait était en fait entachée d'erreurs puisqu'on ne savait pas le taux initial de carbone 14 dans les objets. Donc on a cherché à corriger cet effet-là, et pour ce faire on a utilisé une autre méthode de datation dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle la dendrochronologie. La dendrochronologie est une méthode de datation qui repose sur le comptage des cernes dans un bois. Ici, vous avez une coupe d'un tronc d'arbre et vous voyez très nettement les différents cernes. La caractéristique des arbres est de faire un cerne par année, et ce cerne va être plus ou moins large selon les conditions climatiques de l'année. Ce qui fait que, si vous regardez bien cette coupe, vous voyez qu'il n'y a pas un cerne qui a exactement la même largeur. Ce qui veut dire qu'on va établir ce qu'on appelle des profils en mesurant les épaisseurs des cernes. Et donc on va obtenir ce qu'on appelle une séquence. Et puis on va mesurer sur un deuxième bois, on va établir une autre séquence. Et on va voir qu'il y a une phase de recoupement. Ça veut dire qu'il y a quelques années que les deux arbres ont en commun. Et de cette façon-là, on va réussir à obtenir une courbe de dendrochronologie, c'est-à-dire qu'on va avoir la succession des cernes de bois pour toute une période. Donc ça a été fait pour l'Europe occidentale, et on arrive de cette façon, de proche en proche, à remonter très très loin. Donc on a établi une courbe de correspondance entre la dendrochronologie et le carbone 14. Alors comment est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait des micro-prélèvements dans ces cernes, c'est-à-dire qu'on a daté un seul cerne. On a débité le bois pour ne dater qu'un seul cerne. Et donc ce cerne pour lequel on connaît parfaitement la date, on l'a mesuré au carbone 14 pour faire le rapprochement entre la teneur en carbone 14 et la date de dendrochronologie. Donc là, en fait, c'est vraiment le couplage des deux méthodes qui a permis d'affiner et de valider la méthode du carbone 14. Donc voilà un petit peu la démarche qui a été employée. Alors c'est vrai que du coup ça a eu des conséquences, ça a fait modifier un petit peu certaines dates. Vous voyez ici la courbe dans laquelle on voit ici les dates carbone 14 et ici les dates selon le calendrier. Enfin les dates, oui, donc ici les dates par dendrochronologie, ici les dates carbone 14. Et on voit que normalement on devrait avoir une droite. Dans la réalité, vous avez ce système en dents de scie. Ça veut dire, ça c'est le reflet du fait que le taux de carbone dans l'atmosphère n'était pas stable. D'accord? Alors du coup, ça a des conséquences parce que, bon, il y a des portions de la droite où ça se passe bien. Donc ici, effectivement, on a une bonne correspondance, donc on aura une bonne datation. Par contre, si on regarde dans ces périodes-ci, on voit qu'on a ce qu'on appelle un plateau, c'est-à-dire que la droite est relativement plate. Et là, du coup, quand on mesurera un taux de carbone 14, ben, on ne saura pas si l'objet a cette ancienneté ou celle-ci. Donc vous voyez que selon les parties de la courbe, on aura une bonne datation ou une mauvaise datation. Donc ça, c'est un petit peu la leçon qui a été tirée de ceci, c'est qu'il y a des périodes où on date très bien, et il y a des périodes où on ne datera jamais très bien, tout simplement parce qu'il y avait des fluctuations de carbone 14 dans l'atmosphère à ce moment-là. Alors après, la raison des fluctuations de carbone 14 dans l'atmosphère, ça c'est plus des questions à poser aux physiciens. C'est très lié à l'activité solaire, etc. Là, c'est des choses qui nous dépassent un petit peu. Mais du coup, avec ce système de calibration, on a affiné la méthode de carbone 14 et maintenant, on arrive à de bonnes choses. Alors, je vous présente ici une évolution de la méthode. Donc je vous ai montré nos vieux compteurs. Voici maintenant la méthode mise en place il y a maintenant 3 ans. C'est un accélérateur spécialement dédié à la mesure des atomes de carbone 14. Donc là, on a une méthode
qui nous permet de mesurer directement les atomes de carbone 14. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est une très grosse machinerie, c'est un accélérateur, ça demande beaucoup de personnel derrière. Par contre, ça a de réels avantages qui sont notamment le poids de l'échantillon dont on a besoin pour faire la datation. Donc, on voit ici que sur un charbon de bois, il nous fallait 5 à 10 grammes pour faire notre préparation d'échantillon. Ici, avec notre accélérateur, on passe à 2 à 10 milligrammes. Donc c'est vrai que du coup, on peut dater des objets beaucoup plus petits. De plus, quand on faisait notre datation dans les compteurs, donc je vous ai dit qu'on passait dans plusieurs compteurs pour avoir une mesure qui soit valide, il nous fallait au moins 3 jours de comptage pour faire la mesure. Avec l'accélérateur, en 1 heure, on a le taux de carbone 14 dans notre objet. Donc ça représente un réel progrès. Alors, ça, c'est les progrès de la physique qui nous permettent du coup d'avoir une application archéologique plus simple. Ceci dit, la diminution de la taille de l'échantillon peut poser d'autres problèmes. C'est-à-dire que sur un site archéologique, on choisit l'échantillon de charbon. C'est vrai que si c'est un gros morceau de charbon, on peut se dire qu'il est bien dans la couche, qu'il était bien en place dans sa couche, qu'il n'a pas bougé, qu'il est vraiment représentatif de la datation de la couche. Quand on arrive à des tout petits charbons, eh bien là, on n'est plus certain qu'il n'a pas pu voyager, par exemple, par un terrier de bestiole ou par du lessivage. Donc du coup, ça nous apporte un avantage parce qu'on peut travailler sur des petites choses. Ça peut être un inconvénient si on a un site qui est particulièrement perturbé. Donc c'est vrai que là, c'est un avantage technique. Après, au niveau archéologique, il faut savoir ce que l'on date et la validité de la datation. Donc voilà pour la datation par le radiocarbone. Alors, je ne vais pas vous détailler les autres méthodes de datation comme la thermoluminescence qui fait appel cette fois à d'autres propriétés de la matière. La thermoluminescence, c'est la possibilité de dater le dernier chauffage d'un objet. Donc on va pouvoir dater, par exemple, une pierre dans un foyer, un silex brûlé, une céramique. C'est-à-dire qu'en fait, là, on utilise la propriété qu'a l'objet de capter en fait des éléments liés à la radioactivité naturelle du terrain qui l'entoure. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réchauffer l'objet, on va regarder combien il avait accumulé d'éléments radioactifs, et ça va nous permettre d'en sortir une datation. Là aussi, c'est une méthode qui est assez contrainte, qui est utilisée beaucoup moins en routine que le carbone 14, parce qu'elle a une mise en œuvre plus complexe. C'est-à-dire qu'il faut prélever, par exemple, la céramique, mais il faut également prélever le terrain autour pour connaître sa radioactivité naturelle, éventuellement mettre ce qu'on appelle des dosimètres, c'est-à-dire mettre pendant 1 an un témoin dans le terrain là où a été pris la céramique pour être sûr de la dose de radioactivité qu'avait reçue l'objet. Donc vous voyez que c'est des mesures qui sont complexes, donc en fait on ne les met en œuvre que dans le cadre de programmes très spécifiques. Et puis donc j'avais évoqué tout à l'heure la méthode d'archéomagnétisme. La méthode de l'archéomagnétisme repose sur le fait que quand vous cuisez une brique, par exemple, la brique va fossiliser l'orientation et l'inclinaison du champ magnétique terrestre. Donc en fait, on va mesurer cette inclinaison et ce champ magnétique, on va se reporter à des courbes et on va pouvoir dire, ben oui, il a les caractéristiques du champ magnétique à telle période au cours du temps. Avec des limites cependant, qui est que cette méthode d'archéomagnétisme, pour bâtir la courbe, pour faire la correspondance, on s'est basé sur des fours qui étaient datés par l'archéologie. On s'aperçoit maintenant que les datations n'étaient pas forcément parfaites. Donc du coup, on est en permanence obligé de retourner aux références, de revalider les références pour vérifier ce que la méthode marche. Donc là aussi, il y a des périodes où ça marche très bien parce qu'on a beaucoup
de structures qui ont été datées et on a de bonnes références. Et puis il y a des périodes dans lesquelles on ne sait absolument pas quel pouvait être le champ magnétique et où là on se trouve bloqué. Donc ce que je voulais vous faire passer sur la datation, c'est que vraiment c'est des méthodes qu'on doit utiliser vraiment en fonction du matériau que l'on a, en fonction de la période à laquelle on se trouve et de la validité probable de l'échantillon qu'on arrive à faire. Tout ceci est à prendre en compte pour arriver à une datation qui soit correcte et exploitable. Alors, je vais passer maintenant aux autres domaines de l'archéométrie pour vous exposer un petit peu d'autres façons d'aborder les objets et comment les méthodes d'analyse nous permettent d'apporter d'autres éléments. Alors, dans les analyses de matériaux, donc je parlais tout à l'heure de la céramique qui est le matériau qu'on trouve le plus fréquemment. Et là, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites sur la technique et sur la circulation des objets. Il y a également des études qui sont faites sur le verre, où là, on verra comment la matière première elle-même circulait avant d'être transformée pour le verre. Pour ce qui est des métaux, c'est très complexe également, et là j'en parlerai pas parce que c'est vraiment pas mon domaine, où là il y a des études qui sont faites sur les découvertes de minerais, sur l'origine des minerais, mais ça c'est encore quelque chose qui est relativement difficile à mettre en œuvre, et surtout sur les techniques de préparation des métaux, où là on arrive à mettre en évidence des différences techniques au cours du temps, et donc en étudiant justement les scories, les alliages, etc. Et puis, bon, il y a d'autres analyses qui se développent beaucoup, qui sont tout ce qui est les analyses de restes organiques. Donc, on est par exemple capable, quand on trouve une amphore, d'analyser les résidus qu'il y a à l'intérieur de l'amphore pour arriver à voir si c'était du vin, si c'était de l'huile, si c'était du miel, si c'était de la sauce de poisson, etc. Alors, ce sont des méthodes assez complexes aussi que je ne connais pas bien. Mais tout ceci, c'est tout un panel d'analyses que l'on peut faire sur les objets qu'on trouve le plus communément en fouille. Alors, donc moi je vais plutôt vous parler de la céramique, puisque c'est vraiment la céramique qui est mon sujet de prédilection. Je vous présente ici l'état d'une table de travail d'un archéologue qui essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe parmi un lot de poteries qu'il trouve sur son site. Et il veut essayer de comprendre quelles argiles ont été utilisées, quels modes de cuisson ont été utilisés, et donc il regarde un petit peu de près ces céramiques. Donc en fait, on essaye de faire des tris, on essaye de regarder la tranche de la céramique à la loupe, dans laquelle on va voir beaucoup de choses. La pince qui est ici, c'est parce que quand on regarde une poterie et qu'on veut regarder la pâte de la céramique, eh bien, on fait ce qu'on appelle une cassure fraîche, c'est-à-dire qu'on recasse un peu la céramique pour avoir une bonne vision de l'intérieur de la céramique. Donc vous voyez que l'archéomètre n'hésite pas à casser les objets, mais quand vous voyez les masses de fragments que l'on trouve sur les sites, en général, c'est pas bien grave. Et puis ici, vous avez ce qu'on appelle une charte de couleurs, qui est pour essayer de comparer les couleurs des objets. Alors voici la première étape du travail long et fastidieux qui se fait sur un site où, quand on trouve tout un lot de céramique, on va commencer par les trier en fonction de différents critères techniques. Donc là, vous voyez qu'il y a des céramiques qui sont noires. Bon, ça correspond à un certain type de cuisson dans des fours qui étaient complètement fermés et dans lesquels il n'y avait pas d'oxygène. Vous avez ici des céramiques qui apparaissent rouges. Vous avez ici des céramiques qui sont toutes blanches, et celles-ci sont faites avec de la kaolinite, par exemple, donc c'est une argile différente. Donc, quand on va trouver des lots de poterie comme ça sur un site, on va déjà faire des tris en fonction de la nature des argiles et des modes de cuisson que l'on est capable d'identifier. Et puis surtout, donc je vous disais, on va regarder l'intérieur de la céramique. Donc voici quelques photos de l'intérieur des pâtes céramiques. Donc ici simplement des cassures fraîches, ici une coupe que l'on a polie pour mieux voir comment se répartissaient les choses à l'intérieur. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que une céramique, c'est certes composé d'argile, mais les argiles ne sont jamais pures.
c'est-à-dire que vous avez des tas de grains de sable qui sont inclus dedans. Et ça va faire qu'on a des aspects de tranches de céramique qui peuvent être assez variables. Et donc, il n'est pas rare sur un site de trouver ce qu'on appelle une vingtaine de groupes de pâtes céramiques, c'est-à-dire quand on regarde la tranche, on arrive à classer les céramiques en groupes et on arrive souvent à avoir 20 groupes sur un même site. Donc vous voyez que c'est des choses qui sont assez importantes. Alors, après, on va chercher à savoir ce que c'est que ce sable qu'on voit à l'intérieur pour avoir une idée du contexte géologique dans lequel ont été prélevées ces argiles. Alors, vous avez ici ce qu'on appelle des lames minces. Ce sont des coupes que l'on fait dans la céramique. Donc on commence par couper la céramique, on va la polir, on va la coller sur une lame de verre et on va abraser la céramique jusqu'à obtenir une coupe qui va faire simplement 30 microns d'épaisseur. À 30 microns d'épaisseur, la céramique va être transparente sous le microscope et on va pouvoir identifier les minéraux. Donc en fait, ça, c'est les mêmes techniques que ce qu'on emploie en géologie pour étudier les roches. Alors, voici l'installation du microscope. Donc vous avez ici, on place la lame de céramique, et puis vous avez un dispositif de microscopie normale, avec simplement à ce niveau-là un filtre polarisant, et en dessous un autre filtre polarisant. Ça va nous permettre d'étudier les caractéristiques optiques des minéraux et de bien les caractériser. Alors vous voyez par ailleurs que notre microscope est relié à une caméra et à un ordinateur. Et nous avons ici un logiciel d'analyse d'images qui va nous permettre en fait de faire des comptages de grains et donc de vraiment bien caractériser. On va pouvoir dire cette poterie, elle contient 10% de grains de sable, 2% de grains de feldspath, etc., etc. Donc on va pouvoir faire vraiment une mesure précise de la composition des inclusions dans la céramique. Alors, juste pour vous montrer comment, à partir de ces études au microscope, on va essayer de travailler pour revenir à l'archéologie. Parce que il faut bien avoir en tête que l'archéométrie n'a de justification que si elle sert le discours archéologique et qu'elle apporte des éléments à l'archéologue pour comprendre son site. Alors, vous voyez par ici, alors ici c'est un exemple sur des céramiques communes romaines au Portugal, où sur un site d'une villa assez extraordinaire, on avait, je crois, 25 groupes pétrographiques. Et puis, on a recontinué à travailler, on a regardé au microscope, on est arrivé, au final, on avait 12 groupes de céramique identifiés d'après leur contenu. Donc là, je vous ai mis deux images au microscope. On voit ici une image d'une céramique qui... Alors, c'est la même échelle entre les deux photos. Ici, ça fait à peu près 3,5 mm la largeur de la photo. Donc, vous voyez ici qu'à la même échelle, vous voyez des céramiques où vous avez de très gros grains et des céramiques où vous avez des grains beaucoup plus petits. Donc déjà, c'est ce qu'on appelle des différences de texture au niveau de la réalisation de la pâte céramique qui a été utilisée par le potier. Et donc, on a cherché à identifier pour ce groupe quels étaient les objets qui avaient été fabriqués avec cette argile-là. Et on s'est aperçu que cette argile-là servait essentiellement pour ce type de peau. Donc, pour l'instant, on ne sait pas où était l'atelier qui avait fabriqué ça. Par contre, on sait qu'il a fabriqué ce type de peau-là. Donc ça, c'est déjà un élément pour dire, finalement, il y a un atelier qui est spécialisé dans ces peaux-là et qui a alimenté notre site. Et puis, il y a une autre façon de faire qui est de regarder par forme céramique. Donc, on a regardé pour ces types de plats, qui sont des plats très très répandus à l'époque romaine, on a regardé avec quelles argiles ils étaient fabriqués. Et on s'aperçoit qu'ils sont fabriqués pratiquement que dans deux types d'argiles bien précis. Donc là aussi, pour ce type de plat, les gens de ce site se fournissaient au maximum dans deux ateliers de potiers de la région. D'accord ? Donc ça, c'est des informations qui permettent du coup de comprendre un petit peu tous les éléments de la vie
donc là, sur cette villa romaine au Portugal. Alors, je vais passer maintenant à une méthode d'analyse plus complexe. Là, on a vu la microscopie. Finalement, la microscopie, on grossit, on regarde par transparence et on grossit les objets. Là, on arrive à des méthodes plus physico-chimiques, où cette fois, on va chercher à mesurer la composition chimique de l'objet. Alors, quel est le principe? On a donc ici tous nos objets tels qu'ils arrivent au laboratoire. Donc c'est le résultat d'un échantillonnage de l'archéologue qui nous a posé des questions sur la nature de ces objets et l'origine de ces objets. Donc la première opération qu'on va faire, et là encore certains vont peut-être sourire, mais la première opération qu'on va faire, c'est qu'on va scier nos céramiques. C'est-à-dire qu'on va faire un prélèvement avec une scie diamantée pour obtenir un échantillon que nous allons passer dans la machine. Donc, c'est vrai que la fluorescence X est une méthode destructive. Il faut savoir qu'on travaille très rarement sur des objets de musée et que sur les sites archéologiques, on a des monceaux de céramique, donc on trouve en général sans problème la matière nécessaire pour les analyses. Alors, ensuite, une fois qu'on a découpé notre échantillon, on est obligé de faire une manipulation supplémentaire. C'est ce que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'on va mettre en fait notre céramique en fusion pour pouvoir réaliser une petite perle de verre. C'est-à-dire que cette opération sert à homogénéiser la composition. Vous avez vu tout à l'heure que ma pâte céramique, elle se compose d'argile plus de grains de sable inclus dedans. Le fait de faire ce traitement, ça va homogénéiser l'ensemble. Et on va obtenir ici, moulée dans cette coupelle, une petite perle de verre qui va représenter la composition de notre poterie au départ. Donc voilà les processus qu'on fait subir à notre objet au laboratoire. Ensuite, il va falloir mesurer la composition chimique de cet objet. Alors c'est vrai que c'est finalement peu spectaculaire. Vous voyez ici la machine de fluorescence X dans notre laboratoire. C'est vrai que dans la boîte, là, on voit pas trop ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? Eh bien, on va placer notre petite perle dans notre support l'échantillon. Vous avez ici un robot qui va aller chercher l'échantillon, qui va le placer ici et qui va l'envoyer à l'intérieur de la machine devant un tube à rayon X. Alors, ce tube à rayon X a pour propriété qu'il va produire des rayons X suffisamment puissants pour aller taper profond dans la matière, c'est-à-dire pour aller jusqu'aux atomes. D'accord? Et ces rayons X vont exciter les électrons de l'atome. Et en fait, les électrons qui auront été ainsi excités par les rayons X vont avoir tendance à revenir, à se désexciter. Et en faisant ça, ils vont émettre des rayons X. C'est-à-dire qu'on va envoyer des rayons X sur notre céramique, et finalement, à l'intérieur de la céramique, il va rencontrer un atome d'aluminium, un atome de calcium, un atome de fer, et chacun de ces atomes va réémettre un rayon. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'un atome de fer va émettre un rayon X qui sera différent du rayon X que va émettre l'atome d'aluminium. Donc en fait, à la sortie de la machine, on va récupérer un faisceau de rayons X et on va être capable d'identifier dedans les rayons X qui viennent de l'aluminium, du calcium, du fer, etc. Donc voilà le principe du système, hein. On envoie un rayon X sur l'échantillon, on a des rayons X qui sont réémis, et c'est ces rayons X que l'on va identifier comme étant un atome, un rayon X provenant soit d'un atome d'aluminium, soit d'un atome de calcium, etc. Voilà le principe général de la méthode. Alors, voilà tous les constituants chimiques que nous mesurons, nous, en routine dans une céramique. Donc c'est vrai que ici, vous avez ce qu'on appelle les constituants majeurs. Ce sont les éléments chimiques qui sont présents en plus grande quantité dans la céramique. Donc vous avez bien sûr l'aluminium, puisque on a affaire à une argile.
Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu la géologie et la minéralogie des argiles, les argiles sont des silicates d'alumine. Donc, on va retrouver en majorité de l'aluminium et du silicium. Sauf qu'il n'est pas dans la liste. Je suis désolée, le silicium n'apparaît pas dans la liste. Bien, donc ce sont les éléments les plus importants. Et puis on va quand même avoir du calcium, du fer, du titane, du potassium, du magnésium, du manganèse, du sodium et du potassium. Tout ça, ce sont les éléments qui sont présents en abondance dans la céramique. Alors après, vous avez tout le reste ici, qui sont ce qu'on appelle les éléments traces. Ce sont des éléments chimiques qui sont présents en moins grande quantité, mais qui vont être très importants parce qu'ils varient quand même relativement beaucoup selon le type d'argile utilisé. Donc en fait, nous, ça va nous servir pas mal de marqueurs pour identifier certaines argiles. Donc voilà un petit peu le principe de nos méthodes. Alors au bout du compte, quand on aura fait donc sur une céramique ces mesures des 24 constituants chimiques, c'est vrai qu'on va obtenir une liste d'échantillons avec nos 24 colonnes correspondant aux compositions chimiques. Donc c'est vrai que c'est pas très facile à traiter comme données, et que si on arrive très facilement, par exemple, à comparer tous les taux de calcium de nos céramiques ou tous les taux d'aluminium, c'est vrai qu'on va vite se trouver débordé. Et donc en fait, pour traiter ces données, on va être obligé d'utiliser des méthodes de traitement des données qui sont des méthodes de traitement statistique des données. Donc vous voyez que là, on était dans l'analyse, maintenant on est dans la statistique. Donc vous voyez que toutes les sciences contribuent en fait au dépouillement de nos données. Alors, donc on va traiter ces données dans quel but surtout? Alors c'est là que intervient un élément très important, qui est que on va analyser nos poteries dans l'idée de savoir d'où elles viennent. Si on veut savoir d'où elles viennent, il faut avoir des références. Et donc en fait, le principe de la détermination de provenance d'une céramique repose sur la comparaison d'une amphore, par exemple, qu'on trouve à Lyon. Et cette amphore qu'on trouve à Lyon, on veut savoir si elle vient d'Italie, si elle vient d'Espagne ou si elle vient d'ailleurs. Bon. Donc, pour le savoir, il faut qu'on puisse comparer cette amphore aux ateliers d'Italie, d'Espagne, etc. Ça veut dire qu'on va avoir un gros travail de constitution d'une base de données qui va à partir des ateliers qui sont connus. Donc en fait, là, on a au laboratoire, nous avons tout un programme en relation avec les archéologues où chaque fois que des ateliers sont découverts, on va faire un échantillonnage sur le site, on va analyser ces objets et on va constituer ce qu'on appelle des groupes de référence. Et après, on pourra y comparer des échantillons pour déterminer la provenance. Donc vous voyez que c'est tout un système assez complexe pour arriver à travailler. Alors, là, c'est juste pour vous faire un petit peu peur sur les traitements statistiques des données. Si je vous avais présenté la liste des données chimiques, vous auriez eu encore plus peur. À partir de notre liste de données chimiques, on essaye de regrouper les céramiques qui se ressemblent le plus. Et donc, pour ce faire, on va utiliser une méthode statistique qui va simplement calculer la différence de composition entre deux individus. Donc là, vous voyez quand même, on avait une centaine d'échantillons. Donc il va prendre chaque échantillon, il va le comparer à chacun des 99 autres, et il va chercher celui qui est le plus proche. Donc par exemple ici, on avait deux échantillons dont les compositions chimiques étaient très proches. À partir de là, il va faire la moyenne de ces deux échantillons, et il va recomparer par rapport à tous les autres, et il va chercher celui qui est le plus proche. Donc de cette façon, on va constituer ce qu'on appelle des grappes, c'est-à-dire on va rapprocher de proche en proche les individus qui ont les compositions chimiques les plus proches. Alors ça peut paraître complexe comme graphique, mais en fait le résultat c'est que si on part du haut, on s'aperçoit qu'on a deux grands groupes. Un groupe ici et un grand groupe ici. Et à l'intérieur de ce grand groupe, on s'aperçoit qu'on a une séparation entre ce petit groupe ici et puis les groupes ici, etc. Et donc on arrive de proche en proche à faire de cette façon des regroupements. Alors, ici, c'est un exemple que nous avons réalisé sur des céramiques communes romaines et des amphores de tout le sud-est de la Gaule romaine, ici.
Et en fait, là, on avait repéré des ateliers et on voulait voir si, par les analyses chimiques, on était capable de bien séparer, de bien caractériser chaque atelier et de bien les séparer les uns des autres. Alors en fait, on a pris ici des exemplaires de Marseille, des exemplaires d'Aix-en-Provence et des exemplaires du site de Velot, qui est un petit peu plus ici, à l'est d'Aix-en-Provence. Alors, on a mis également ici des photos de l'aspect de la tranche d'une céramique. Et en fait, ici, par exemple, pour cet atelier de Velot, déjà l'archéologue nous avait dit, c'est curieux, enfin il y a 2 ateliers à Velot, mais qui sont séparés de à peu près 1 kilomètre maximum. Et l'archéologue nous dit, c'est curieux, on a quand même le même type d'amphore, mais sur ce site-là, elles ont une pâte claire, et puis sur l'autre site, elles ont une pâte plutôt rouge. Donc déjà, l'archéologue nous avait alerté en disant, il y a probablement deux ateliers différents qui utilisent des argiles différentes sur ce site. Et effectivement, quand on regarde en chimie, on s'aperçoit que on a un groupe ici et un autre ici. D'accord ? Et puis, si on compare par rapport à Marseille, alors pourquoi est-ce qu'on a comparé par rapport à Marseille ? C'est parce qu'on avait peur que les potiers aient pris leur argile dans les mêmes gisements géologiques. Donc, on voulait être sûr de voir si on pouvait comparer. Donc là, on s'aperçoit que à Marseille, il y a plusieurs groupes. Il y a un petit groupe là qui est bizarre, il y a un très gros groupe, et puis il y a des choses un peu marginales, et puis un autre groupe ici. Mais toutes les productions de Marseille sont complètement différentes de toutes les productions de Velot. D'accord ? Donc on sépare très bien les amphores de Marseille des amphores de Velot. Il n'y a pas de problème, on ne fera jamais la confusion entre les deux. Et puis on avait regardé ce qui se passait à Aix-en-Provence, et là on voit qu'à Aix-en-Provence, c'est complètement différent à la fois de Marseille et de Velot. Donc là, vous voyez un exemple d'étude qui a été faite sur des ateliers où, alors effectivement, quand on fait une étude sur des ateliers, on ne prend pas une céramique. On prend, ici, il y a quand même une 20aine de céramiques. Sur Marseille, il y a une 40aine de céramiques. Pour qu'on ait une représentation statistique correcte de la dispersion des compositions chimiques au sein d'un même atelier. Donc vous voyez que pour une étude de caractérisation d'atelier et de détermination de provenance, on peut être amené à faire beaucoup d'analyses et surtout le traitement des données peut être relativement complexe. Alors une des choses importantes aussi, c'est que cette exploitation de ce type de graphique ne se fait pas par l'archéomètre en solitaire dans son laboratoire. C'est-à-dire, quand on arrive à ce stade des données, c'est vrai qu'on retourne vers l'archéologue, on rediscute avec lui, on rediscute de l'échantillonnage, on lui dit « mais toi, qu'est-ce que t'en penses ? Ça serait parti en plusieurs groupes, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et là, on réintroduit des éléments de discussion, l'archéologue va plus loin aussi dans la définition des caractéristiques de ces objets, et on arrive de cette façon à avancer. Donc voilà un petit peu l'optique dans laquelle on travaille pour les déterminations d'origine. Alors, sans aller plus loin, je voulais vous montrer un exemple qui était un exemple assez représentatif de ces idées de provenance et de voyage des objets. Vous avez ici une coupe réalisée dans une amphore qui a été trouvée à Lyon, sur un site dans la presqu'île lyonnaise. Et pour les archéologues, cet assemblage d'amphores était étrange parce que toutes les amphores avaient exactement le même aspect de pâte. Alors ça, c'est rare. Dans un site archéologique, on a très souvent des amphores qui viennent d'un peu partout, etc. Donc là, toutes les amphores avaient vraiment le même aspect de pâte. Elles avaient une forme. Ici, celle-ci, par exemple, c'est ce qu'on appelle une Dresselneuf similis, une forme qui ressemblait à des amphores qui venaient d'Espagne, mais qui n'étaient pas exactement pareilles. Bon, donc déjà, ils se disent, tiens, c'est curieux, on a une forme qu'on n'avait jamais repérée ailleurs. Bon. Et puis, donc on a regardé d'un petit peu plus près. Donc ici, c'est une vue simplement à la loupe binoculaire pour voir un petit peu comment s'arrangeaient les grains de sable à l'intérieur de l'amphore. Et puis vous avez ici une vue au microscope. Et quand on a étudié au microscope pour voir
à quoi correspondaient ces gros grains qu'on voyait dans la pâte ici. On a trouvé ces inclusions qui sont ici, qui sont assez difficiles à identifier, que l'on a fini par identifier comme des fragments d'une roche qu'on appelle de la rhyolite. Donc c'est une roche volcanique. Et alors là, on a commencé à se demander qu'est-ce que c'était que ces roches, puisque dans l'environnement géologique du centre de Lyon et des alentours directs de Lyon, on n'a pas du tout ce type de roche. À Lyon, au nord de Lyon, on a un domaine calcaire. À l'ouest de Lyon, on a plutôt des roches métamorphiques. À l'est, on a les domaines morainiques, mais on n'a pas ce type de roche. Donc ça a commencé à nous poser des questions. On se dit, ça ne doit pas être de Lyon, qu'est-ce que c'est que ces choses, d'où ça vient, etc. Et dans nos références, on n'avait pas non plus d'amphores qui avaient ces inclusions-là. Alors, on a cherché beaucoup plus loin, et voici une coupe d'une roche qu'on appelle une rhyolite, et qui provient plus au nord-ouest de Lyon, à la limite du Beaujolais, où vous avez de gros affleurements de ce type de roche. Alors après, on a suivi cette roche, et on a eu la chance de trouver donc des sables dans la vallée de la Zergue et à Lyon. Donc voici une vue à la loupe binoculaire de ces sables dans lesquels il y a des micas, il y a différentes inclusions de différents cristaux, il y a des quartz, et puis il y a des fragments de roche. Et donc on a cherché à identifier ces fragments de roche. Donc pareil, on a regardé au microscope, on a fait une inclusion des sables et on a regardé au microscope. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé ces fragments de rhyolite. Donc en fait, on a dans le Beaujolais une roche qui s'appelle la rhyolite. Cette roche se décompose, on en retrouve dans les sables de la Zergue. La Zergue est un affluent de la Saône, donc on en retrouve dans les sables de la Saône et on en retrouve jusqu'à Lyon, jusqu'au confluent à Lyon. Alors après, j'ai essayé de suivre au sud du confluent. On en retrouve beaucoup moins dès qu'on arrive au confluent avec le Rhône. La quantité de rhyolite dans les sables devient quasiment inexistante. Donc en fait, ces éléments étranges qu'on avait dans notre amphore trouvé à Lyon, finalement ne sont pas si étranges. Ils s'expliquent par le contexte géologique et le fait qu'on a pu utiliser un sable alluvial de la Saône qui contient ces éléments. Alors, voici la carte géologique de la région lyonnaise. Donc vous avez Lyon ici, vous avez les massifs calcaires du Mont d'Or ici, vous avez la région métamorphique ici, les moraines à l'est, et donc ces affleurements de rhyolite commencent ici, à la limite du Beaujolais, et vous avez ici le cours de la Zergue qui va se jeter dans la Saône, et on retrouve donc ici, dans les sables ici, sur un site archéologique situé juste ici, au pied de la Croix-Rousse, on retrouve de la rhyolite dans ces sables-là. Alors, au bout du compte, pour pouvoir dire si ces amphores étaient lyonnaises ou non, on a regardé également la composition chimique, mais on n'avait pas d'autres références d'amphores à Lyon auxquelles comparer. Par contre, quand on a regardé la composition chimique des amphores, on s'est aperçu qu'elle ressemblait étrangement à la composition d'autres céramiques qu'on connaissait à Lyon, et notamment des céramiques beaucoup plus fines, qu'on appelait les céramiques sigillées, pour lesquelles on a trouvé un atelier à Lyon. Et en fait, en comparant la composition chimique des amphores à celle des sigillées, ce n'est pas exactement la même, forcément, puisque les sigillées avaient des pâtes très fines, donc elles n'avaient pas de sable à l'intérieur. Mais si on regardait la composition chimique des amphores, si on enlevait l'influence de tous ces grains de sable inclus dans l'amphore, on retombait sur la composition des sigillées. Donc au bout du compte, on s'aperçoit que pour ce lot d'amphores, on a une composition chimique qui est caractéristique des argiles du Rhône. Donc ici, tout le long du Rhône, vous avez des dépôts alluvionnaires d'argile calcaire. Et donc, nos amphores ont les caractéristiques chimiques des argiles du Rhône. Si on regarde du point de vue des inclusions présentes dans l'argile, on s'aperçoit qu'elles ont les caractéristiques pétrographiques des sables de la Saône. Et donc, finalement, l'endroit où on a la convergence entre une composition pétrographique et une composition chimique, c'est Lyon. Donc, en fait, on a pu dans ce cas-là, montrer que nos amphores étaient des productions lyonnaises, alors que nous n'avions pas trouvé de four à Lyon dans lequel on était sûr qu'il y avait eu des amphores de fabriqués. Alors bien sûr, cette découverte a créé une polémique, parce que
pour les archéologues, les formes des amphores qu'on avait trouvées, il y en a qui étaient typiques de l'Italie, mais légèrement différentes, je vous ai dit. Bon, il y en a qui étaient typiques de l'Espagne, mais légèrement différentes aussi. Mais quand même, pour les archéologues, une forme d'amphore est souvent associée à un contenu. Donc nos formes qui ressemblaient à l'Italie, c'était plutôt des amphores destinés à contenir du vin. Et puis les formes qui ressemblaient à l'Espagne, c'était plutôt des amphores destinés à contenir ce qu'on appelle du garum. C'est-à-dire c'est une espèce de sauce de poisson qui ressemble au nyoknam qu'on fait actuellement en Orient. Hein. Bon. Donc là, les archéologues ont dit, ben, d'accord, bon, vous nous dites c'est une production lyonnaise, mais on voit mal comment à Lyon on aurait eu une industrie de la pêche suffisante pour produire de la sauce de poisson. Bon, et là, donc, ça a relancé beaucoup les discussions sur le commerce. Et l'hypothèse maintenant communément admise, c'est que les matières arrivaient à Lyon par bateau le long du Rhône, donc alors soit des bateaux avec des tonneaux, soit des bateaux avec ce qu'on appelle des dolias, ce sont des grosses cuves en céramique, donc ça arrivait en vrac, et à Lyon, on fabriquait des amphores, on mettait ces produits en amphores, et ensuite, ces produits étaient réexpédiés vers le nord de la Gaule, vers le limès germanique, etc. Alors, l'étape suivante, ça a été de dire, ben maintenant on est sûr qu'on a une production d'amphores à Lyon, où est-ce que sont allés ces amphores ? Et donc on a regardé, et effectivement on n'en trouve pratiquement pas sur les sites du sud de la Gaule. Par contre, on en trouve beaucoup en Belgique et en Germanie. Donc en fait, on voit vraiment le circuit des marchandises à partir de Lyon qui étaient réexpédiées vers le nord de l'Empire romain. Donc vous voyez que une découverte archéologique au départ, où simplement l'archéologue a eu l'œil attiré par le fait qu'il avait une accumulation d'objets de même type à un endroit où on n'avait pas d'atelier, mais il s'est dit quand même, il y a peut-être quelque chose. Vous voyez qu'on arrive, en couplant plusieurs méthodes d'analyse, à reconstituer des éléments très intéressants sur la circulation des produits et des amphores. Donc voilà pour cet exemple caractéristique des amphores lyonnaises. Alors, je voulais quand même réinsister ici sur l'aspect le plus important donc pour les déterminations d'origine, qui est celui de la référence. Et donc vous avez ici les tiroirs du labo de Lyon, où nous conservons toutes les céramiques qui ont été analysées au laboratoire depuis que M. Picon l'a créé dans les années 70. Donc en fait, tous les objets qui ont été analysés au laboratoire sont restés et nous servent de référence. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, nous sommes le laboratoire européen qui a le plus d'analyses dans sa base de données correspondant à des ateliers certifiés par l'archéologie. Donc ça, c'est vraiment des choses très très importantes. Alors, bon, ici, par exemple, ce sont les tiroirs qui contiennent les références de sigillés. Donc la caractérisation des ateliers de sigillés a été une des premières choses effectuées par le laboratoire. Et là aussi, ça avait permis de montrer qu'il y avait des productions de sigillés à Lyon, qu'il y avait des contacts entre les ateliers lyonnais et les ateliers d'Arezzo en Italie, c'est-à-dire qu'on a pu montrer que les potiers d'Arezzo étaient venus à Lyon en emmenant leurs moules et en emmenant les éléments pour fabriquer les décors à l'intérieur des moules. Donc on a pu montrer tout ça en montrant que, puisqu'on connaissait aussi l'atelier d'Arezzo, donc on avait la composition des argiles d'Arezzo, en comparant les deux, on avait pu montrer que certains potiers d'Arezzo étaient venus à Lyon avec leur matériel et s'étaient mis à produire à Lyon, en imitant d'ailleurs le décor qu'ils avaient chez eux. Donc vous voyez que déjà à l'époque romaine, certaines industries de céramique étaient très organisées et la technique se propageait avec les potiers qui voyageaient et qui amenaient leur méthode dans les nouvelles villes romaines. Donc voilà un petit peu tout ce que permettent en fait les analyses. Alors je voudrais vous parler rapidement d'une autre étude qui a été faite, toujours sur le sud-est de la Gaule,
où on a travaillé sur les ateliers d'amphores qu'on appelle des Gauloises 4. Donc ce sont vraiment des amphores fabriqués en Gaule. Et dans toute cette région, alors malheureusement j'avais pas la carte qui allait à l'ouest de la vallée du Rhône, mais en fait on a analysé également des ateliers à l'ouest de la vallée du Rhône. En fait sur toute cette région, il y a à peu près 70 ateliers d'amphores gauloises qui ont été identifiés par Fanette Lomenheimer, qui est également directrice de recherche au CNRS, et qui a fait un inventaire de tous ces ateliers. On a fait la typologie, c'est-à-dire qu'elle a regardé tous les objets, identifié leur profil, etc. Et en parallèle, nous avons fait les analyses au laboratoire. Donc nous avons constitué une base de données de référence avec les ateliers en Gaule narbonnaise. Et puis, à partir de ces caractérisations, nous avons essayé de savoir vers où étaient envoyés ces amphores. Donc on a regardé pour l'instant des sites variés. L'étude est encore en cours, hein, parce que une fois qu'on a les références, c'est vrai que ça peut prendre beaucoup de développement. Et donc nous avons analysé des amphores trouvés à Londres, trouvés à Tongres en Belgique, donc c'était un grand site à l'époque romaine avec notamment des stationnements d'armées, etc. Et puis nous avons aussi été regarder dans les amphores qui arrivaient à Ostie. Donc Ostie, c'est le port de Rome. Vous savez qu'il existe à Ostie des collines artificielles entières faites d'amphores romaines cassées, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de commerce là-bas que les amphores étaient jetés sur place. Et donc dans ces montagnes d'amphores, il y a beaucoup d'amphores gauloises qui ont été trouvées. Donc nous avons fait un échantillonnage très important, à peu près 90 amphores dans ce lot, pour essayer de voir d'où venaient les amphores qui arrivaient jusqu'à Ostie. Et alors là, on a eu la surprise de voir que finalement, selon les sites, les amphores ne viennent pas du même endroit. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que les amphores trouvés à Londres ou les amphores trouvés en Belgique venaient toutes de la vallée du Rhône. Ici, on a plusieurs ateliers dans la vallée du Rhône. Et donc, toutes ces amphores de Londres et de Belgique venaient de la vallée du Rhône. Il n'y en avait pas d'autres venant d'autres ateliers. Dans les choses que l'on a trouvées à Ostie, on s'aperçoit qu'on a quelques amphores qui viennent de la vallée du Rhône, quelques amphores qui viennent probablement de la région de Marseille, mais qui ne sont pas exactement celles que nous avions à Marseille. Un bon groupe d'amphores qui vient de Fréjus, qui était également un très grand centre de production potière à l'époque romaine. Et puis, on a trouvé un groupe important d'amphores qui fait un bon groupe chimique parfaitement identifiable, etc., qui ne ressemble à aucun des 70 ateliers que j'ai dans la base de référence. C'est-à-dire que là, on est dans le cas où c'est vraiment le plus gros programme de constitution de groupes de référence d'ateliers. 70 ateliers, c'est déjà énorme. Et bien finalement, donc pour un même type d'objet, hein, c'est vraiment toutes les mêmes Gauloises 4, etc. Et bien finalement, à Olbia, il y a un atelier qui a exporté des grosses quantités d'amphores, et cet atelier, on ne sait absolument pas où il est. Donc du coup, la question posée au laboratoire, moi je peux répondre sur l'origine des amphores de Londres et de Belgique, je peux répondre sur l'origine de quelques-unes des amphores trouvées à Ostie, mais je renvoie la balle à l'archéologue en disant, mais vous savez, il y a un groupe magnifique d'amphores qui ne correspond à aucun des 70 ateliers que vous m'avez fournis. Donc il faut absolument continuer à prospecter pour trouver cet atelier. Alors après, moi je peux émettre quelques hypothèses. C'est-à-dire que j'ai quand même comparé avec mes compositions moyennes de la vallée du Rhône. J'aimerais bien qu'ils soient en vallée du Rhône, mais ça ne correspond pas exactement. Bon. Par rapport à Fréjus, ça ne correspondait pas du tout. J'ai essayé d'avoir des exemplaires de Cannes, ça ne correspondait pas. À Nice, j'ai eu que 3 échantillons et on n'a pas de site d'atelier, donc j'ai pas de référence valide, donc je me trouve un petit peu coincée. Pourtant, à Nice, il y a des argiles qui éventuellement pourraient correspondre.
Et après, on ne sait pas. Après, c'est vraiment dans le camp des archéologues de refaire des propositions d'origine possible. Alors après, l'affaire peut encore dériver, parce que les Italiens m'ont dit, mais nous, on a peut-être des productions de ce même type d'amphore ici, sur la côte, du côté de Vintimille, etc. Mais pour l'instant, on n'a pas d'évidence d'atelier. Donc vous voyez que là, on avait un programme bien préparé, on avait 70 ateliers, on était dans les meilleures chances pour répondre à la question de l'origine. Et finalement, on a répondu à plus des 3/4 des origines des objets, mais on se retrouve à renvoyer la balle à l'archéologue en disant « mais vous avez un autre atelier quelque part ». Donc en même temps, ce jeu d'aller-retour est en même temps un des éléments qui fait avancer la recherche aussi. Hein. Donc voilà pour les déterminations d'origine. Je voulais simplement évoquer rapidement, donc ici je vous ai parlé donc des caractérisations des matériaux céramiques. En fait, le type d'analyse que nous faisons là par fluorescence X est également applicable à un autre matériau qui est le verre. Et là, vous avez peut-être entendu parler un petit peu de tout le développement sur l'origine du verre et la façon dont il circulait en Méditerranée. En fait, quand on analyse des verres romains en Gaule, on obtient un seul groupe, pratiquement. Alors c'est vrai qu'on s'est dit, bon c'est vrai qu'il y a le recyclage qui était intensif, donc qui devait homogénéiser les compositions, mais enfin c'est quand même curieux qu'il y ait si peu de dispersion de compositions chimiques. Et en fait, les études ont montré que ce verre de l'époque romaine correspondait à un mélange de sable qui vient de la côte syro-palestinienne avec un produit fondant. Donc pour faire du verre, il faut du sable et il faut ajouter un produit qui fait qu'il va fondre à une température dans un four. Sinon, pour faire fondre du sable, il faut monter jusqu'à 1700 degrés, ce qui est difficile à atteindre dans un four, même un four de potier qui monte jusqu'à 950 degrés. Vous ne faites pas fondre du sable. Donc on est obligé de rajouter un produit qui va servir de fondant. Et ce produit fondant, c'était le natron. Le natron qu'on trouve en Égypte, dans les lacs du Wadi Natroun. Donc le Wadi Natroun, c'est une dépression qui se trouve à l'ouest du Nil, dans laquelle il y a des roches évaporitiques, donc des roches qui se forment dans des zones où il y a très peu d'eau et où on va concentrer en fait des sels minéraux. Et donc le natron se forme à cet endroit-là. Et le natron faisait l'objet d'un commerce intensif par cabotage le long des côtes, remontait jusqu'en Syro-Palestine. Là, il y avait des sables qui avaient une pureté exceptionnelle qui fait que mélangé au natron, ça vous produisait du verre. Et en fait, on s'aperçoit qu'à l'époque romaine, tout le verre était produit sur la côte syro-palestinienne. On faisait des immenses fours dans lesquels on déposait le sable mélangé au natron. On faisait un feu énorme, ça vous transformait tout le bac en une grosse masse de verre. Cette grosse masse était brisée au marteau et les blocs de verre brut étaient exportés vers l'Occident. On a retrouvé des épaves en mer Méditerranée dont les fonds des navires étaient bourrés de gros blocs de verre brut. Et c'est ensuite en Occident qu'on refondait le verre pour fabriquer les objets. Donc là, en fait, les analyses chimiques, maintenant, ne nous permettent pas... L'analyse chimique du verre, si on analyse un verre romain actuellement, on ne va pas pouvoir dire d'où il vient, mais on va pouvoir dire à partir de quoi il a été fait et savoir si c'est un verre qui vient de Syro-Palestine ou si il est plus tardif, par exemple, puisque à l'époque médiévale, là, en Occident, on invente d'autres système pour fabriquer le verre, c'est-à-dire qu'on découvre que les cendres de végétaux permettent également d'agir comme fondant sur le sable, et donc on va se mettre à ce moment-là au Moyen-Âge à produire du verre en Occident. Donc à partir du Moyen-Âge, on a plus de groupes de verre différents, et ça va nous permettre un petit peu de distinguer. Mais pour la période romaine, c'est vraiment, les analyses en fait ne vous diront pas d'où vient, où a été fabriqué le verre que vous trouvez. Il vous dira la matière première c'est du sable et du natron, et la matière première vient de Syro-Palestine. Donc vous voyez que en fait, selon les matériaux, les analyses ne vont pas vous donner les mêmes éléments. Donc en fait, sur les analyses de verre, on ne peut pas faire de détermination de provenance. Par contre, on peut identifier
le type de sable et le type de fondant utilisé. Donc là, ça a plus à voir avec la technique qu'avec la provenance directement des objets. Alors, ensuite, un des éléments que je voudrais dire, c'est que les méthodes de laboratoire permettent de mesurer la composition chimique d'un objet, de comparer des objets entre eux, etc., et donc de répondre à certaines questions des archéologues. Mais il y a une autre façon également de comprendre les techniques, qui est celle d'étudier des potiers actuels qui fabriquent encore de la céramique selon des modes traditionnels. Et donc vous voyez ici une photo d'un atelier du nord du Portugal qui fabrique cette céramique très noire que vous voyez, vous la voyez apparaître ici. Voilà. En fait, ici, c'est une photo qui est prise le soir, c'est-à-dire que le matin, les pots avaient été chargés et recouverts de terre. Le feu a brûlé pendant toute la journée et le soir, donc, on balaye la couche de terre et on sort les objets et on obtient ces céramiques qui sont très noires et qui ont donc même le cœur, dans ce cas-là, même le cœur de la céramique est noir. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas d'oxygène, c'est cuit absolument sans oxygène. Donc ça, c'est l'observation de ce type d'installation. C'est un des éléments qui nous permet de comprendre comment on a pu réaliser certains objets dans l'Antiquité. Alors ici, donc, c'était un exemple de céramique cuite sans oxygène. Ici, c'est un exemple marocain. Donc là, on est avant la cuisson, c'est-à-dire que c'est la façon de préparer la cuisson, où on mélange les objets avec du carburant, et vous voyez tout autour les mottes de terre qui vont servir ensuite à colmater, etc. Donc là, il n'y a pas du tout de four. Et on va cuire, c'est ce qu'on appelle la cuisson en meule, on va cuire les objets comme ceci. Donc c'est vrai que souvent, quand on travaille sur un site archéologique, on trouve des productions de céramique, on va tout de suite chercher le four. C'est vrai que, en fait, il faut se poser la question en fonction des objets qu'on a. Est-ce que la fabrication de ces objets réclame nécessairement un four? Est-ce qu'il n'en faut pas, etc. Et puis ici, un autre exemple qui est assez significatif, où souvent, quand on fait des reconstitutions de fours antiques, on a tendance à mettre une voûte au-dessus du four. Et en fait, pratiquement, tous les fours qui ont été trouvés, on trouve un cylindre et on ne trouve jamais le départ d'une inclinaison qui montre qu'il y aurait eu une voûte. Donc ça posait quand même pas mal de questions. Et quand on regarde ici, c'est un atelier au Maroc. Quand on regarde ici comment ça se passe, ici les pots sont entassés, puis ils ont même monté au-dessus du four, et après pour faire une voûte, ils utilisent tous les pots cassés qui traînent autour de l'atelier. Et donc en fait il n'y a pas besoin d'une voûte fixe, on monte le chargement, et puis on recouvre des vieux pots qu'on a ici, et ça suffit largement à concentrer la chaleur au sein du four ici, et à cuire les poteries. Donc voilà, donc ce que je voudrais dire, c'est que en archéométrie, je dirais que la bonne réussite d'un projet, c'est quand, au départ, l'archéologue a une question très précise, on fait l'échantillonnage en collaboration entre les archéomètres et les archéologues, on fait les analyses au laboratoire, on discute les résultats de nouveau entre archéomètres et archéologues, et puis surtout, on se pose toutes les questions qu'il peut y avoir autour de la technique de l'objet, et on essaye de se dire, bon, est-ce que je suis dans ce cas-là, est-ce que je suis dans tel autre, est-ce que j'ai des parallèles qui pourraient expliquer, pour arriver à comprendre un petit peu tous les facteurs techniques. Donc là, je pense vous avoir donné un petit peu la vue globale de tout ce qui peut se faire en céramique. On a vu que pour le verre, la question était différente, puisque là, on est vraiment sur la question de la détermination des techniques. Sur les métaux, les méthodes d'analyse sont également très poussées, mais à ce moment-là, on travaille plus sur les alliages et les évolutions de l'affinage des métaux et des affinages des alliages. Donc on reste dans le domaine plus de la technique des objets.
Ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on arrive à partir des analyses chimiques à déterminer l'origine d'un objet, il peut se trouver que l'on donne par exemple des éléments de datation. C'est-à-dire que sans le faire exprès, je dirais, quand vous arrivez à dire que telle céramique sigillée vient de tel atelier, si cet atelier a été très bien étudié et qu'on connaît sa période de production parfaitement, eh bien, le fait que vous disiez que cet objet vient de cet atelier, vous datez par le même coup votre site. Donc vous voyez qu'il y a, après, il y a des arguments en chaîne qui vont revenir vers des éléments de datation. Mais surtout, le plus important, c'est donc d'arriver à faire le lien entre différents sites et à pouvoir ainsi dire, à cette époque, il y avait un commerce bien établi, de tel endroit à tel endroit, on transportait tel type d'objet, soit parce que, dans le cas des amphores, c'est parce que on transportait les amphores parce qu'il y avait quelque chose dedans. Bon. Dans le cas des céramiques sigillées, c'était des céramiques de luxe, donc on la transportait pour elle-même. Mais on a également des céramiques plus communes, qui étaient transportées sur de longues distances. Je pense notamment à ce qu'on appelle la céramique africaine, qui était en fait une céramique qui résistait très très bien au feu et qui en fait était commercialisée jusqu'en Gaule parce qu'elle résistait bien au feu, donc elle était commercialisée pour ça. Alors que d'aspect, elle n'était pas formidable. Donc voilà. J'ai essayé de vous faire un panorama de l'archéométrie. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de céramique parce que c'est ce que je connais le mieux. Mais donc si vous avez des questions.